Europe 1 matin. 8h14 sur Europe 1. L'invité politique de cette matinale, c'est Benjamin Morel, politologue constitutionnaliste. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Je suis désolé, mais je vais vous poser une question très difficile, Benjamin Morel. Avec quel Premier ministre et quelle équipe gouvernementale Emmanuel Macron pourra-t-il obtenir une majorité la plus large et la plus stable possible, selon ces termes, d'après vous ? Alors je vais essayer de botter en touche. Je crois que, en fait, on a tort de se concentrer sur un nom et de se demander quel Premier ministre, etc. Que ce soit Cazeneuve, Bertrand, Castet, qui vous voulez. Le problème n'est pas le nom ou la caractéristique particulière d'une personne qui apparaîtrait comme l'homme ou la femme providentielle. Le problème, c'est la coalition possible. Le NFP, qui est beaucoup plus cohésif que ce que pensait Emmanuel Macron. Ah, nous avons un problème de liaison avec Benjamin Morel. J'espère qu'on va pouvoir rétablir la liaison. Est-ce que vous nous entendez, Benjamin Morel ? Allô, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ah, encore une fois, un problème de liaison. Allô ? Oui, est-ce que vous nous entendez ? Oui, on vous entend. On vous entend, Benjamin Morel. Moi, je vous entends. Bon, très bien. Alors, on continue. Donc, vous étiez en train de nous dire que c'est pas tellement une question de personnalité, mais plus de constitution de majorité. C'est ça, c'est-à-dire que le nouveau Front Populaire, c'est 190 députés, ce qui est très en deçà de ce qu'avait Chirac en 1986, c'était 290 députés. Ouais. Balladur, c'est 464, et c'est jamais que 210 députés, donc c'est pas non plus suffisant. Et donc, ce faisant, on a trois blocs qui, aucun n'est en capacité de disposer d'une majorité, fût-elle même relative, ce qui crée évidemment le blocage. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Benjamin Morel ? Si j'avais la clé si j'avais la solution, je pense que je serais millionnaire. Le problème actuellement, c'est qu'en effet, si vous voulez, vous avez d'un côté un nouveau Front Populaire qui est très cohésif. Il faut voir que si demain vous deviez avoir une rupture de ce nouveau Front Populaire, les socialistes et les écolos qui n'ont pas hérité des meilleures circonscriptions de gauche se retrouveraient face à un insoumis au premier tour. La gauche fait moins de voix en 2022 qu'en 2027, mais elle a 4 fois plus qu'en 2017, mais elle a 4 fois plus de députés. Pourquoi ? Parce qu'elle part unie. Et donc, ce faisant, si vous divisez l'alliance, la plupart des députés socialistes écolos sont sur un siège éjectable. Donc, on peut difficilement compter sur la séparation de ce nouveau Front Populaire. Et de toute façon, si c'était le cas, d'un point de vue arithmétique, votre alliance irait forcément des écolos au LR. Imaginez François-Xavier Bellamy et Sandrine Rousseau dans le même gouvernement. Éric Woerth et de l'autre côté Fabien Roussel élaborer un budget. Ce serait évidemment cocasse et problématique et ça serait très coûteux pour ces partis. Pour cette raison-là, il y a, à mon sens, à moyen terme, une solution politique assez difficile à trouver. On peut peut-être progresser vers une forme de gouvernement technique, ce qui serait peut-être le moins coûteux pour l'ensemble des formations politiques. Est-ce que c'est possible, un gouvernement technique, Benjamin Morel ? Est-ce que c'est, matériellement réalisable ? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui pourrait être à la tête d'un gouvernement technique, compte tenu, encore une fois, des blocages que l'on évoque depuis tout à l'heure ? Si vous voulez, il faut être pragmatique, c'est-à-dire... Quels sont les trois scénarios sur la table politique ? Vous avez soit une séparation de nouveau Front Populaire et une alliance des partis de gouvernement. Encore une fois, ça va de ELV à LR. On a dit combien ça pouvait être coûteux. Soit vous avez une alliance entre les macronistes et le nouveau Front Populaire, dont les insoumis. Donc ça va, encore une fois, d'Éric Woerth, mais à Jean-Luc Mélenchon. Peu probable. Peu probable. Ils n'y ont absolument pas intérêt, ni les uns ni les autres. Soit vous avez un gouvernement du centre soutenu par le Rassemblement national, sans participation. Autrement dit, Marine Le Pen dit Xavier Bertrand à Matignon, qui se vante d'avoir battu le RN dans les Hauts-de-France, finalement j'en fais mon affaire et je décide de le maintenir au pouvoir. Auquel cas, le RN peut avoir intérêt à jouer cette carte, mais du point de vue du Premier ministre qui tiendrait grâce au soutien du RN, le coût politique serait important. L'avantage du gouvernement technique, si vous voulez, c'est que c'est le moins coûteux. Ça permet au groupe politique de dire je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, mais ce gouvernement, je n'y participe pas, donc je n'assume pas le bilan. Ce gouvernement, il n'est pas non plus composé de mes opposants politiques, donc je ne donne pas le sentiment de soutenir des gens avec qui je dis que je suis en désaccord. Socialiste, je ne soutiens pas un macroniste. LR, je ne soutiens pas un socialiste. Et en même temps, je suis responsable. Je constate qu'il n'y a pas d'autre solution. Je constate que, il faut quand même que la France ait un gouvernement et, on y reviendra peut-être, mais un budget. Ça va être le grand chantier des prochains mois. Et donc, ce faisant, au nom de cette responsabilité, je ne voterai pas les motions de censure, même si je ne soutiens pas. C'est ce qu'il y a de moins coûteux. Ouais, mais avec un gouvernement technique comme ça, on tire le rideau sur les vraies réformes dont la France a besoin, Benjamin Morel. Je veux bien mentir à vos auditeurs et vous dire que pendant un an, nous ferons des réformes de fond sur les retraites, l'immigration,
etc. Non, c'est faux. On va pas se mentir, vu la configuration de l'Assemblée nationale, si on fait passer un budget, on pourra déjà déboucher le champagne. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez une alliance coalition la moins impossible qui va de ELV à LR. Quel est l'atome commun entre ces deux partis sur les retraites ou sur l'immigration? Aucun. Non. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que dans la configuration actuelle, faire passer un budget va être extrêmement compliqué. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Les grandes réformes de fond, je crains que malheureusement, ce soit pas pour cette année. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un système, Benjamin Morel? D'abord, est-ce qu'on est dans une crise de régime? On a encore un petit problème de liaison. On vous écoute, Benjamin Morel. Alors, je suis pas un aficionado à tout craint de la Ve République. J'ai écrit un livre pour proposer des réformes. Donc voilà, c'est pas une position de principe que j'adopte en vous disant c'est merveilleux, etc. Non, mais je pense pas qu'on soit dans une crise institutionnelle. En d'autres termes, de quoi est malade la 4e République et pourquoi la 4e République tombe? On dit beaucoup, c'est la Constitution. En fait, la Constitution de la 4e République, c'est une constitution classique de régime parlementaire rationalisé de l'après-guerre. Les Italiens, les Allemands, les Espagnols ont peu ou prou les mêmes fondements que ceux de la 4e République. Ça tombe parce que vous avez 30% de communistes, on peut pas s'allier avec eux à partir de 47 parce qu'on est en pleine guerre froide. Ça tombe parce qu'on a 15% de gaullistes et qu'on peut pas s'allier avec eux parce que le général de Gaulle ne veut pas. Et donc vous gouvernez sur les 2/3 de votre hémicycle, et sur 50% de votre électorat. C'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que vous avez un RN à 35%, vous avez d'un autre côté une LFI à 15-20% et on gouverne actuellement sur la moitié de l'hémicycle, c'est-à-dire encore une fois, l'alliance hors ces deux partis, elle va des Verts au LR. Et donc forcément, comme sous la 4e République, vous êtes obligé à des alliances de la carpe et du lapin qui ne peuvent pas tenir à terme. Donc soit on réintègre ces groupes politiques au système politique, comme les gaullistes se réintègrent à la Nouvelle République, c'est l'une des clés de la stabilité en 58, on réintègre les gaullistes au jeu politique, et en 72, on réintègre les communistes, programme commun. Donc soit on réintègre ces partis politiques à des formations d'alliances possibles, soit on est en capacité de les faire baisser électoralement, mais à défaut, on est dans la crise politique et la constitution allemande, la constitution italienne, la constitution américaine ne seraient pas plus en capacité de faire tenir de manière structurelle un gouvernement qu'aujourd'hui la 5e République. Mais est-ce que cette période de blocage, Benjamin Morel, doit nous faire réfléchir à une réforme de nos institutions et à une modification de notre constitution ou d'un changement de mode de scrutin, par exemple ? Alors, la réforme qui ne sauvera pas tout, mais qui pourrait éventuellement faire évoluer les choses de manière positive, c'est en effet la proportionnelle, qui passe pas par une réforme de la Constitution par ailleurs, ça passe uniquement par une loi ordinaire. Donc là, ça peut aller relativement rapidement. L'avantage de la proportionnelle par rapport à notre situation, il est double. Le premier élément, c'est qu'une proportionnelle, ça libère vos partis. On l'a dit tout à l'heure, si je suis écologiste ou socialiste et que je veux rompre l'alliance avec les insoumis, je suis mort électoralement. Avec une proportionnelle, c'est pas le cas. Donc ça donne plus de fluidité dans les alliances, ce qui rend la chose moins compliqué à gérer. Ensuite, la proportionnelle, elle est beaucoup plus facilement contrôlable. En d'autres termes, le scrutin majoritaire à 2 tours, on a tort de penser qu'il donne forcément des majorités pléthoriques et absolues. C'était le mode de scrutin. Là, ça n'a pas été le cas. Puis c'était le mode de scrutin sous toute la 3e République et il n'en a jamais donné avant 1962. Donc vous voyez, c'est une configuration très particulière, télescopage, élection présidentielle, législative, et de l'autre côté, une bipolarisation qui entraîne ce phénomène. Parce qu'on n'a plus de bipolarisation, ce phénomène aujourd'hui semble derrière nous. L'avantage d'une proportionnelle, c'est que vous avez des instruments qui permettent de beaucoup plus faire varier vos résultats finaux à travers des primes majoritaires, des seuils de représentation. Regardez le Bundestag aujourd'hui, vous avez 7 groupes politiques, on en a 11 à l'Assemblée, ce qui montre qu'avec un seuil de représentation de 5%, autrement dit, vous n'êtes pas représenté si vous faites moins de 5%, vous êtes capable d'avoir une vie politique beaucoup plus claire que si vous avez un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Donc en effet, là-dessus, la proportionnelle pourrait être une des clés. C'est pas le système qui condamne à l'instabilité, malgré ce qu'on peut penser. Mais écoutez, il y a 2 pays qui sont au scrutin majoritaire en Europe, c'est nous et les Anglais. Si vous traversez le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, je ne vois pas de situation politique qui tout d'un coup serait beaucoup plus instable que la nôtre. Vous n'avez pas des pluies de grenouilles et le Rhin qui se change en son si vous le traversez. Donc non, ça c'est une idée, c'est très idéologique. Et encore une fois, il y a 1000 formes de proportionnelle. Entre la proportionnelle à l'israélienne et la néerlandaise, où vous n'avez pas de seuil de représentation, pas de prime majoritaire, et là où en effet ça peut être facteur d'instabilité, et les municipales en France, qui je le rappelle sont une élection à la proportionnelle
avec une prime majoritaire de 50%, ce qui donne un effet majoritaire tout à fait écrasant, il y a 1000 modalités de proportionnelles qui permettent de concilier représentativité d'un côté et de l'autre gouvernabilité. Pour en revenir aux fractures et aux oppositions, voire même parfois la détestation entre les camps politiques, est-ce que finalement le drame de la situation que l'on vit en ce moment, c'est pas le fait que chacun dans son camp ne vise qu'une seule chose, en fait, c'est la présidentielle de 2027? Alors, c'est en partie le cas, on va pas non plus tout à fait se mentir. Jean-Luc Mélenchon rêve à 2027, il rêve beaucoup plus à 2027 qu'à envoyer Lucie Castet à Matignon, ce qui, on l'a dit, est assez impossible. De même qu'un Laurent Wauquiez, qui pourrait difficilement rentrer dans une combinaison majoritaire avec les macronistes, parce que demain, il sera probablement l'un des concurrents de Gabriel Attal, et qu'il a peur, qui plus est, de se faire tailler des croupières par une autre candidate à la présidentielle qui s'appelle Marine Le Pen. Donc oui, ce jeu de petits chevaux, il est évidemment tout à fait central. Mais décidément, on a quelques petits soucis de liaison avec Benjamin Morel. Vous êtes toujours là, Benjamin Morel. Vous m'entendez ? Pardonnez. Oui, je suis toujours là. Donc pour revenir voilà, Marine Le Pen, qui elle également va être candidate. Donc si vous voulez, et là on revient au débat qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a ça, il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que dans le scrutin majoritaire à 2 tours, si vous partez divisé, vous êtes mort. Et donc même pour un député qui dirait moi j'ai pas d'ambition, je vais pas soutenir un ambitieux, même ça, ce serait pas réellement possible. Par ailleurs, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça fonctionne d'un point de vue électoral législatif, classiquement ces dernières années ? Si je suis élu président de la République, derrière, il y a des élections législatives. Et l'électorat de l'opposition, parce qu'il pense qu'il a déjà perdu, les groggy, se démobilise. Donc si je gagne les présidentielles, derrière, parce que l'électorat de l'opposition s'est démobilisé, je gagne les législatives. Si je suis un député et que mon futur président putatif perd, je suis mort. En revanche, s'il gagne, je gagne tout. Donc derrière, si vous voulez, le fait qu'on ait le scrutin majoritaire à 2 tours et ses effets de vague entraînent cette captation de la présidentielle sur la législative. Donc pour cette raison-là, la réforme du mode de scrutin serait probablement là-dessus une façon également de s'en sortir, parce qu'on ne remettra pas en cause l'élection au suffrage universel du président de la République. Les Français y tiennent. Ça décollerait le scrutin législatif par rapport au scrutin présidentiel. Ça décorrélerait les résultats, en tout cas. Prenez par exemple ce qui s'est passé il y a quelques années au Portugal. Au Portugal, vous avez un président élu au suffrage universel direct, comme en France. Mais vous avez la proportionnelle, et donc un président qui, par exemple, dirait « Moi, si je suis élu, je vais faire une réforme des retraites », tout le monde lui rirait au nez, parce qu'en fait, il n'en a pas le pouvoir. Il n'a vraiment le pouvoir de le faire que s'il avait une majorité. Avec la proportionnelle, ça ne peut pas arriver. Donc on élit des personnalités consensuelles à la présidence portugaise. Il y a quelques années, vous avez un Premier ministre portugais de gauche qui était en cohabitation, même si là-bas, ça signifie pas grand-chose, avec un président de droite, et qui a dit écoutez, moi je me présente pas au présidentiel. Je m'entends assez bien avec le président de droite à l'Élysée portugais, votez pour lui. Moi ce que je veux, c'est rester au Matignon portugais, parce que ce qui compte, c'est rester au gouvernement. Ouais. Donc, vous voyez, déjà, rien qu'en changeant le mode de scrutin, vous changez fondamentalement de système politique, bien plus qu'en passant à une 6e, 7e, 8e République. Vous modifiez fondamentalement les équilibres. Eh bien, en attendant, on va voir quelle sera la décision d'Emmanuel Macron à l'issue de ces consultations. Merci Benjamin Morel. Merci d'avoir été en ligne ce matin, même avec quelques petites difficultés. Je rappelle votre dernière publication, Le Parlement, Temple de la République, paru aux éditions Passé Composé.